Écoutez-moi bien, parce que cette histoire, mes amis, elle n'est pas faite pour les cœurs faibles. Elle parle d'un amour qui n'avait pas le droit d'exister, là, sous le soleil écrasant des colonies françaises, en l'an de grâce 1815. C'était une époque où la richesse sentait le sucre et la sueur, où les lois étaient écrites pour maintenir les choses exactement à leur place, et où l'idée même de mélanger les sangs était considérée comme une folie, un péché mortel. Notre héroïne, si on peut l'appeler ainsi, s'appelait Élise de Valois. Elle était veuve, jeune encore, et incroyablement riche. Son mari, un homme sec et vieux, l'avait laissée seule maîtresse d'une plantation immense. Des champs de canne à perte de vue, une grande maison blanche qui dominait la colline, et surtout beaucoup d'âmes enchaînées. Élise vivait dans ce luxe tropical comme un oiseau dans une cage dorée. Elle portait de la soie, buvait du vin frais importé de Bordeaux et souriait poliment aux dames de la société coloniale qui venaient prendre le thé et juger son deuil. Mais, sous cette apparence impeccable, son cœur était vide. Elle s'ennuyait à mourir. La vie était réglée comme une horloge, rythmée par le fouet des contremaîtres et le silence pesant des conventions. Son mari, le défunt Monsieur de Valois, avait toujours eu un esclave personnel, un homme qui l'utilisait pour les tâches les plus délicates, celles qui demandaient autant d'intelligence que de force physique. Cet homme s'appelait Toussaint. Toussaint n'était pas un homme comme les autres. Il avait la stature d'un guerrier, mais ses mains savaient lire les comptes et réparer les machines les plus complexes du moulin. Il était silencieux, observateur, et ses yeux, même quand il baissait la tête par respect forcé, semblaient toujours en savoir beaucoup plus que n'importe quel homme libre. Quand le vieux Valois est mort, Élise a hérité de tout, y compris de Toussaint. Au début, elle l'a traité comme une ombre utile, un meuble précieux. Elle lui donnait des ordres, il les exécutait. Elle lui demandait de l'accompagner en ville, il marchait 2 pas derrière elle. C'était la loi. Mais la solitude, mes amis, est une chose puissante. La nuit, dans cette grande maison où les fantômes du passé semblaient murmurer dans les galeries, Élise ne trouvait pas le sommeil. Et un soir, elle a appelé Toussaint. Pas pour un travail, non. Simplement pour lui parler. Elle a commencé par des banalités, des plaintes sur la chaleur, sur les dettes que son mari avait laissées. Et Toussaint, au lieu de répondre par les monosyllabes habituelles, a commencé à parler. Il parlait de la terre, des étoiles qu'il voyait la nuit quand il dormait dehors, des livres qu'il avait réussi à déchiffrer en cachette. Ce fut le début de ce qui était absolument interdit. Leur relation s'est construite petit à petit, dans le secret le plus absolu. Ils se rencontraient après minuit, dans le petit bureau du défunt Valois, ou parfois dans la serre, où l'odeur des orchidées couvrait le son de leurs murmures. Élise découvrait chez Toussaint une tendresse, une intelligence et une force de caractère qu'elle n'avait jamais vue chez les hommes de sa classe. Elle, la grande dame, se surprenait à rire des blagues qu'il faisait, à écouter ses opinions sur la situation en France, sur Bonaparte, sur la liberté. Elle était devenue dépendante de ces moments volés qui étaient les seules bouffées d'air frais dans sa vie étouffante. Pour Toussaint, c'était un danger constant. Un seul mot, un seul regard de travers, et il aurait été vendu, fouetté ou pire. Mais il aimait Élise, non pas la maîtresse, mais la femme derrière le voile de dentelle, celle qui pleurait parfois en silence et qui cherchait la chaleur de sa main dans l'obscurité. Les mois passèrent, la plantation tournait, les rumeurs allaient bon train sur la jeune veuve et sa gestion des affaires, mais personne n'osait imaginer la vérité. Après tout, Toussaint n'était qu'un esclave, une propriété. La société coloniale avait une arrogance aveugle. Seulement le monde extérieur ne restait pas immobile. Nous sommes en 1815. Les nouvelles de France arrivaient, apportant leur lot d'incertitudes. Et surtout, les autorités locales, effrayées par ce qui s'était passé dans les îles voisines, renforçaient la surveillance. Le danger est arrivé sous les traits de Monsieur Dubois, un planteur voisin, un homme gros et méchant qui avait toujours lorgné sur les terres d'Élise, et, disons-le, sur Élise elle-même. Dubois avait l'œil vif et l'esprit malveillant. Il avait remarqué que Toussaint passait beaucoup de temps dans la maison, même après le coucher du soleil.
Un matin, Dubois s'est présenté sans prévenir. Il n'est pas venu pour le thé. Il est venu pour inspecter. Il a arpenté la cour, a parlé rudement aux travailleurs et a fini par se planter devant Élise, les mains sur les hanches. « Madame de Valois, a-t-il dit, la voix grasse, vous êtes une femme seule. Vous avez besoin d'un homme fort pour gérer cette propriété. Et je remarque que votre esclave, Toussaint, semble avoir une liberté inhabituelle. » Élise, bien qu'effrayée, a gardé son calme glacial. « Monsieur Dubois, Toussaint gère les comptes et les stocks de sucre. Il est irremplaçable. Mon défunt mari lui faisait confiance. La confiance est une chose, madame, l'insolence en est une autre. J'ai vu cet homme vous regarder, madame. Un regard qui n'est pas celui d'un serviteur. Faites attention, les lois sont claires, et je serai le premier à les appliquer si je vois le moindre écart. » Le ton de Dubois était une menace ouverte. Il ne faisait pas que soupçonner, il cherchait une preuve pour détruire Élise et s'emparer de ses biens. Élise a congédié Dubois, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'il ne s'arrêterait pas là, la situation était devenue explosive. Le soir même, elle a trouvé Toussaint dans le moulin, vérifiant les chaudières. L'air était lourd, saturé de vapeur et d'odeur de mélasse. « Toussaint, a-t-elle murmuré, Dubois nous surveille, il est prêt à tout. » Toussaint s'est tourné vers elle, et pour la première fois, elle a vu la peur dans ses yeux, non pas la peur de la douleur physique, mais la peur d'être séparée d'elle, la peur de l'anéantissement de leur secret. « Je sais, madame, » a répondu Toussaint, sa voix basse mais ferme. « Il y a un navire qui part pour Nantes après-demain soir, un vieux 3-mâts chargé de rhum et de tabac. J'ai un contact, je peux m'y cacher. » Élise sentit le sang se glacer dans ses veines. Nantes, la France, la distance, l'océan, l'impossibilité. Partir, elle avait du mal à respirer. Mais Toussaint, si vous partez, vous êtes un fugitif. Si on vous attrape, c'est la mort assurée. Si je reste, madame, c'est la mort pour nous deux, d'une manière ou d'une autre. Ici, je suis une propriété. Là-bas, à Nantes, même si la liberté n'est pas garantie, il y a une chance. Il y a des lois différentes. Je peux me fondre dans la foule. Il a continué, parlant rapidement, avec une urgence nouvelle. « Je dois y aller. Je dois tenter ma chance. Si je peux m'établir, trouver un travail, je pourrais peut-être un jour vous envoyer de l'argent, vous aider à partir d'ici. » Elle a écouté ces mots, mais ils n'avaient aucun sens. L'idée de vivre sans lui, de retourner à sa vie de veuve solitaire, entourée de gens qui la jugeaient et la méprisaient, lui était insupportable. Le luxe, la soie, la Maison Blanche, tout cela n'était que poussière sans lui. « Je ne peux pas, » a-t-elle dit, sa voix n'était qu'un souffle, « je ne peux pas rester ici si vous partez. » Toussaint l'a regardé, et il n'y avait plus de maître ou d'esclave, juste deux personnes face à un abîme. « Madame, vous êtes folle, vous avez tout ici, la richesse, la position, la France, ce n'est pas un paradis, et pour une femme seule, sans protection, c'est dangereux. Je m'en moque. » Elle a crié, et l'écho du moulin a amplifié sa détresse. Vous pensez que je peux rester ici à attendre de vos nouvelles en sachant que Dubois va me dévorer vivante? Vous pensez que je peux continuer à vivre cette comédie alors que la seule chose qui me rend vivante est à des milliers de lieues? Elle s'est approchée de lui, posant ses mains sur sa poitrine musclée. Elle sentait la chaleur de sa peau à travers son vêtement simple. « Nous partons ensemble. » Toussaint a secoué la tête, incrédule. « Impossible. Vous ne pouvez pas, madame. C'est une fuite, pas une promenade en bateau. Vous seriez découverte immédiatement, et si nous sommes pris ensemble, ils ne vous feront rien, mais pour moi, ce sera la potence. » Élise était déterminée. La peur de perdre Toussaint était plus forte que la peur de perdre sa fortune ou sa réputation. Elle avait fait le calcul, rapide et brutal. Rester signifiait l'ennui et la perte. Partir signifiait le risque, mais peut-être la vie. « Je ne partirai pas comme Madame de Valois, a-t-elle déclaré.
le regard brillant d'une résolution nouvelle et terrifiante. Je partirai comme une simple passagère, quelqu'un qui cherche à rejoindre la métropole pour des affaires urgentes. Et vous ne serez pas mon esclave, vous serez mon garde du corps, mon domestique engagé. Quelque chose qui puisse passer pour légal. Toussaint savait qu'elle était folle, complètement folle. Une veuve riche qui abandonnait sa plantation, ses domestiques, ses bijoux, pour suivre un homme noir vers un continent incertain, dans un climat politique instable. C'était un suicide social. Madame, réfléchissez. Une fois que vous aurez mis le pied sur ce navire, il n'y aura plus de retour possible. Vos biens seront saisis par la couronne ou par Dubois. Vous serez ruiné. Je suis déjà ruiné, Toussaint, a-t-elle répondu, son sourire amer. Je suis ruiné de l'intérieur. Laissez-moi faire, j'ai de l'argent caché, des bijoux que je peux vendre à Nantes. C'est la seule chance, pour nous deux. Le plan, dans sa simplicité, était d'une audace insensée. Elle devait disparaître de la plantation sans éveiller les soupçons, emporter juste l'essentiel et rejoindre Toussaint au port sous le couvert de la nuit. Toussaint, malgré sa raison qui lui hurlait de la laisser derrière elle pour sa propre sécurité, ne pouvait pas refuser. Il avait vu la flamme dans ses yeux. Il savait que si elle restait, elle s'éteindrait, et il ne pouvait pas supporter l'idée de la laisser à la merci de Dubois. « Très bien », a-t-il dit finalement, sa voix pleine de la gravité de la décision. « Mais nous devons être rapides. Le navire part dans 48 heures, et vous devez vous débarrasser de tout ce qui crie « richesse coloniale ». Les 48 heures suivantes furent un tourbillon de mensonges et de préparatifs secrets. Élise a prétendu être malade, se retirant dans ses appartements. Elle a dit à sa femme de chambre qu'elle ne voulait voir personne, pas même le contremaître. Pendant ce temps, elle a vidé son coffre-fort. Elle n'a pris que les diamants et les pièces d'or les plus faciles à transporter. Elle a brûlé tous les papiers compromettants qui mentionnaient Toussaint comme propriété. La chose la plus difficile fut de choisir les vêtements. Adieu les robes de mousseline et les chapeaux à plumes. Elle a sélectionné quelques robes de voyage simples, sombres, les plus discrètes possibles, celles qui la feraient passer pour une bourgeoise sans importance, mais certainement pas pour la riche veuve de Valois. Toussaint, de son côté, s'est arrangé pour que son contact au port, un vieux marin qui l'avait aidé par le passé, soit prêt à les accueillir. Le marin avait besoin d'argent, et l'or d'Élise était une motivation suffisante pour fermer les yeux sur la nature illégale de leur voyage. Le soir de leur départ, la tension était si forte qu'Élise sentait ses mains trembler. Le temps était à l'orage, et le ciel était noir, parfait pour leur fuite. Elle a enfilé sa robe la plus sombre, a caché la petite sacoche de cuir contenant l'or sous son châle et a regardé une dernière fois la chambre somptueuse. Elle a laissé derrière elle les portraits de son mari, les meubles lourds, la montagne de dettes et de privilèges. Elle n'a pas versé une seule larme. Ce n'était pas un adieu à une vie, mais un au revoir à une prison. Toussaint l'attendait à l'arrière de la propriété, près des écuries. Il avait un cheval de bas chargé de quelques provisions et de l'eau. Il portait des vêtements simples de marin, et son apparence était celle d'un homme libre, ou du moins d'un homme qui avait l'intention de l'être. « Êtes-vous prête, madame ?» a-t-il demandé. Sa voix était presque inaudible au milieu du vent qui commençait à souffler. Élise a hoché la tête. « Je ne suis plus madame, Toussaint. Je suis Élise. » Il l'a regardée, et il y avait de l'admiration et de l'inquiétude dans ses yeux. Il a pris sa main. La peau blanche et la peau foncée se sont touchées, un contact qui, ici, était passible de mort ou de déshonneur. « Alors, Élise, a-t-il dit, nous partons, et que le bon Dieu nous protège. » Ils sont montés à cheval, quittant la plantation dans le silence absolu, juste avant minuit. La grande maison blanche disparaissait derrière eux, engloutie par l'obscurité et les palmiers. Élise ne regarda pas en arrière. Elle avait brûlé ses vaisseaux. Le trajet jusqu'au port était périlleux. Ils devaient éviter les patrouilles de nuit, ces milices de planteurs qui chassaient des esclaves en fuite. Chaque bruit de pas, chaque craquement de branches leur faisait serrer le cœur. Toussaint, lui, était comme un poisson dans l'eau.
Il connaissait les sentiers de traverse, les chemins que seuls les esclaves utilisaient pour échapper au regard. Il guidait le cheval avec une assurance qui rassurait Élise. Après 2 heures de chevauchée haletante, ils ont atteint les faubourgs du port. L'odeur du sel, du poisson et du goudron flottait dans l'air. Les quais étaient un labyrinthe de caisses, de cordages et de marins ivres. Le navire, le vent du Nord, était un vieux cargo qui sentait la moisissure et la promesse de l'Atlantique. Il était amarré loin des quais principaux, prêt à larguer les amarres. Toussaint a trouvé son contact, un homme barbu et borgne nommé Jules, qui fumait une pipe près de la passerelle. Jules a jeté un regard rapide à Élise, puis à Toussaint, et a craché par terre. « C'est elle? La dame qui paie pour le luxe d'une cabine ?» demanda Jules, les yeux plissés. « C'est elle, » confirma Toussaint, tendant une petite bourse remplie de pièces d'or. « Et je suis son domestique. J'ai payé mon passage comme matelot. » Jules a pesé l'or dans sa main, satisfait. « Montez. Mais faites attention. Si quelqu'un demande, vous êtes Madame Leclerc, veuve d'un marchand de Saint-Malo, et le domestique dort avec les rats. Pas de chichi. » Élise a senti le dégoût du marin, mais elle a obéi. Elle a jeté un dernier regard sur Toussaint. « Je vous rejoins dès que possible, Élise, » a-t-il promis. « Soyez forte. » Elle a monté la passerelle, son cœur lourd de terreur et d'excitation. Elle était en train d'abandonner tout ce qu'elle avait connu pour un avenir incertain. Elle n'était plus la veuve de Valois, elle était Élise, la fugitive. Une fois à bord, Jules l'a menée à une petite cabine sombre, sentant l'humidité et le poisson séché. C'était un luxe relatif, mais un luxe qu'elle avait payé cher. Toussaint, quant à lui, a été immédiatement mis au travail, rejoignant l'équipage dans les basses œuvres de la nuit. Il devait paraître indifférent à la présence de la Madame Leclerc à bord. Leur secret devait être maintenu, non seulement pour la traversée, mais pour ce qui les attendait en France. Le vent du Nord a levé l'ancre 1 heure avant l'aube. Lentement, l'île, avec ses montagnes sombres et ses lumières lointaines, a commencé à s'éloigner. Élise, penchée à un hublot, a senti le roulis du navire. Elle était partie. Le voyage interdit venait de commencer, et elle savait que la tempête n'était pas seulement sur l'océan, mais dans les lois qu'elle venait de briser. Elle pensait à Toussaint, là-bas, sur le pont, travaillant comme un homme libre, ou du moins comme un homme qui se battait pour l'être. Elle se disait que le plus dur n'était pas d'avoir tout laissé, mais de survivre à la traversée et d'atteindre la France, où un autre combat les attendait, celui de vivre ensemble, sans chaîne, dans un monde qui n'était pas prêt à l'accepter. C'était 1815. Le monde changeait, mais lentement, trop lentement pour 2 âmes en quête de liberté. Et maintenant, ils étaient seuls, au milieu de l'océan, avec pour seule richesse leur amour et une poignée de diamants. Le risque était immense. La mer n'est pas tendre avec les secrets, et l'Atlantique était devant eux. Ah, mes amis, si vous aviez pu voir cette traversée, vous auriez compris ce que veut dire l'enfer sur mer. L'océan, voyez-vous, il ne se soucie pas des titres ni des fortunes. Il traite la veuve riche comme le simple mousse, avec une brutalité froide et humide. Le vent du Nord n'était pas un navire de croisière. C'était un ventre de bois qui puait la vieille marchandise, le poisson salé et la sueur rance. Dès que l'île a disparu derrière la ligne d'horizon, la réalité a frappé Élise comme une vague glaciale. Elle était dans sa cabine, cette petite boîte sombre et grinçante. Le roulis était incessant. Elle, qui n'avait jamais connu que les lits à baldaquin et les parfums légers, se retrouvait à vomir ses entrailles sur un plancher poisseux, serrant contre elle sa petite sacoche d'or comme une ancre de fortune. Ses vêtements simples, qu'elle croyait discrets, lui semblaient déjà trop raffinés pour ce trou à rats flottant. La première semaine fut une torture. Élise ne mangeait presque rien. Elle était constamment malade, épuisée, et, pour la première fois de sa vie, elle connaissait la peur physique liée à la survie, et non pas seulement la peur sociale. Elle se demandait si elle n'avait pas commis la plus grande folie de son existence. Le plus difficile, c'était l'absence de Toussaint. Elle l'entendait,
Elle entendait les bruits du pont, les ordres hurlés, le claquement des voiles, et au milieu de tout ça, elle reconnaissait la cadence de sa voix, le rythme de ses pas quand il tirait les cordages. Il était là, à quelques mètres, mais séparé d'elle par un monde de conventions et de dangers. Toussaint, lui, travaillait comme un forçat. Le capitaine, un homme bourru et soupçonneux, le traitait sans ménagement. Toussaint devait prouver qu'il était un matelot engagé et non un passager clandestin ou, pire, un esclave en fuite. Il soulevait les barils, nettoyait la cale, réparait les poulies sous le regard acéré de Jules, le borgne qui était payé pour assurer leur secret, mais qui prenait un malin plaisir à le faire souffrir. Toussaint acceptait tout. Les coups d'épaule, les insultes racistes, le manque de sommeil. Il tenait bon, parce qu'il savait que chaque jour passé sur ce pont l'éloignait de la potence et le rapprochait de la liberté. Et surtout, il savait qu'Élise était là, à cause de lui. Cette pensée était à la fois sa force et son fardeau. Il devait maintenir une distance absolue. Élise jouait son rôle de Madame Leclerc, la veuve bourgeoise un peu hautaine qui ne sortait de sa cabine que pour prendre l'air sur le pont supérieur, toujours seule, toujours enveloppée dans son châle. Toussaint devait l'ignorer totalement, passer devant elle sans lever les yeux, comme s'il était un simple outil du navire. Mais l'amour, mes amis, trouve toujours un chemin, même sur un trois-mâts puant en plein Atlantique. Leurs retrouvailles étaient rares, volées, et toujours au milieu de la nuit, quand l'équipage dormait ou que la brume couvrait suffisamment le pont pour masquer leur silhouette. Un soir, la lune était cachée. Élise, incapable de dormir, a osé sortir. Elle a marché pieds nus sur le pont froid jusqu'à la poupe où Toussaint était de quart, surveillant le sillage du navire. Il a senti sa présence avant de la voir. Il s'est redressé, le corps tendu. « Élise !» a-t-il murmuré, sa voix rauque par la fatigue. « Retournez dans votre cabine. Si on vous voit... » Elle n'a pas répondu par des mots. Elle s'est approchée et a posé sa tête contre son dos musclé. Elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur du sel et du goudron, mais aussi l'odeur de la vie. « Je ne peux pas », a-t-elle dit. Sa voix n'était qu'un filet d'air. « Je suis si seule. J'ai peur. » Toussaint s'est tourné lentement, faisant écran de son corps pour la cacher de la vigie. Il a posé ses mains, lourdes et calleuses, sur ses joues. « Regardez-vous, » a-t-il dit, le ton plein de reproches et de tendresse. « Vous êtes pâle. Vous ne mangez pas. C'est ça, la liberté que je vous offre ?» Elle a souri un sourire triste et résolu. « C'est la seule vie que je veux, Toussaint. La seule. La veuve de Valois est morte. C'est Élise qui est là. Et Élise a besoin de vous, même si c'est seulement pour savoir que vous respirez. » Ces brefs instants étaient de leur nourriture. Toussaint lui donnait des informations cruciales, l'état de la route, les rumeurs à bord. Élise lui redonnait la force de continuer, simplement en lui rappelant qu'il n'était pas seul, qu'il était aimé. Les jours se transformaient en semaines, et la traversée devenait une épreuve d'endurance. Élise avait perdu du poids. Ses mains étaient abîmées par le sel et l'humidité. Ironiquement, cette déchéance physique jouait en sa faveur. Elle ressemblait de moins en moins à la coquette coloniale, et de plus en plus à une femme du peuple, fatiguée par le voyage. Mais le danger, lui, ne faiblissait pas. Un matin, à environ mi-chemin, le vent est tombé. Le navire flottait, inerte, sur une mer d'huile, et c'est là qu'ils ont vu, à l'horizon, la silhouette d'un bâtiment de guerre, un navire français, une frégate, qui croisait manifestement pour patrouiller la route des colonies. La panique s'est emparée du vent du Nord. Le capitaine, qui transportait quelques caisses de contrebande, a ordonné à l'équipage de préparer une fausse cargaison et de cacher les preuves. Pour Élise et Toussaint, c'était bien pire que la contrebande. Si la frégate montait à bord pour un contrôle, les officiers pourraient avoir des nouvelles des îles. Ils pourraient avoir des descriptions de la veuve disparue, ou pire, des ordres de capture pour un esclave fugitif. Toussaint a agi immédiatement. Il a attrapé Élise, l'a poussée dans un recoin sombre de la cuisine, près des sacs de charbon. « Écoutez-moi bien », a-t-il chuchoté, ses yeux brillants d'urgence.
Si un officier monte à bord et qu'il vous parle, vous n'êtes pas Madame Leclerc. Vous êtes la cuisinière malade qui rentre en France. Vos mains doivent être sales, votre visage sale. Vous ne parlez pas français, seulement un dialecte que je vous ai appris. Il lui a rapidement barbouillé le visage de suie, lui a défait les cheveux. Il l'a transformée en quelques secondes en une femme de basse extraction, sale et misérable. « Si on me demande, je ne vous connais pas, » a-t-il ajouté, la gorge serrée. « Je suis Toussaint, le matelot. Je ne suis pas votre esclave. Je ne suis pas votre domestique. Je suis un homme. » Élise a hoché la tête, la peur lui nouant l'estomac. La frégate s'est approchée. L'air était si calme qu'on entendait les ordres donnés d'un navire à l'autre. Un canot a été mis à l'eau et 2 officiers en uniforme impeccable, avec des épées brillantes, ont monté à bord du Vent du Nord. Le capitaine a fait les honneurs, nerveux, mais jouant la comédie du commerce honnête. Les officiers ont inspecté les papiers, vérifié la cargaison. Pendant ce temps, Élise était accroupie dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre. Elle entendait les bottes lourdes des officiers marcher sur le pont, juste au-dessus d'elle. Elle priait, elle qui n'avait jamais vraiment prié, pour que le déguisement fonctionne. Toussaint, lui, était en pleine lumière, occupé à réparer une poulie, son corps exposé au regard. Il jouait le rôle de l'homme noir indifférent, concentré sur sa tâche, sans aucune once d'insolence. Il avait baissé les yeux, mais ses sens étaient en alerte. Un des officiers, un jeune homme arrogant, a jeté un regard sur Toussaint. « Un homme fort, celui-là », a commenté l'officier. « Un esclave colonial ?» Le capitaine a ri, un rire faux et gras. « Non, mon lieutenant, un matelot engagé, de bonne famille. Il est libre, bien sûr, mais il a le sang chaud. Il faut le surveiller. » L'officier a haussé les épaules, désintéressé. La question était posée par simple habitude. En 1815, le statut des personnes de couleur était un sujet délicat et changeant. Mais le fait qu'il navigue comme matelot suffisait à clore le débat pour l'officier pressé. Ils ont continué leur inspection. L'un d'eux a jeté un œil dans la cuisine, mais la vue d'Élise, recroquevillée et barbouillée de suie, l'a fait reculer de dégoût. « Cuisinière malade ?» demanda-t-il au capitaine. « Oui, mon lieutenant. La traversée ne lui réussit pas. » L'officier n'a pas insisté. Il n'y avait rien de moins intéressant pour un homme de son rang qu'une femme sale et souffrante. Le canot est reparti. La frégate s'est éloignée. Le danger avait plané puis s'était dissipé. Quand Toussaint est revenu la chercher, Élise était en larmes, non pas de peur, mais de soulagement et d'admiration. Il venait de la sauver, non pas par la force, mais par son intelligence et sa rapidité d'esprit. « Vous voyez, Élise, lui a-t-il dit doucement, en essuyant la suie de son visage avec un chiffon. Ici, on ne peut pas compter sur l'argent ou le titre, on compte sur ce qu'on sait faire. » Ce jour-là, Élise a compris que Toussaint n'était pas seulement son amant. Il était son protecteur, son stratège, et la seule raison pour laquelle elle survivrait à cette épreuve. Elle a cessé de se plaindre de la nourriture ou de la cabine. Elle a commencé à observer, à écouter, à apprendre de lui. La traversée a continué, longue et monotone, jusqu'à ce que la mer, comme si elle se lassait de son calme, décide de se déchaîner. Ils étaient à 2 semaines des côtes françaises quand la tempête les a frappés. Ce n'était pas une simple averse tropicale. C'était un chaos atlantique. Le vent hurlait comme 1000 démons, les vagues montaient plus haut que le mât, et le navire gémissait sous l'assaut des éléments. Élise était seule dans sa cabine, ballottée, terrifiée. Elle entendait les planches craquer, les caisses glisser et les cris des marins. Elle était convaincue que c'était la fin, que l'océan allait réclamer son dû. Le capitaine avait besoin de tous les bras sur le pont. Toussaint travaillait à la barre, sa force herculéenne luttant contre la fureur des vagues. Il était trempé jusqu'aux os, mais il était le plus calme de tous. Puis, une vague gigantesque a frappé le flanc du navire. Élise a entendu un bruit sourd et le cri d'un homme. Sa cabine, déjà mal isolée, a commencé à prendre l'eau. Toussaint, malgré les ordres du capitaine de ne pas bouger, savait qu'il devait vérifier Élise.
Il a confié la barre à un autre marin, a couru vers sa cabine. Il a ouvert la porte. Elle était là, serrée contre le mur, tremblante. « Toussaint! Ça va aller !» a-t-il crié par-dessus le bruit de la tempête. « Mais vous ne pouvez pas rester ici. Le navire est malmené. » Il l'a soulevé sans effort, l'enveloppant dans une couverture humide, et l'a emmené dans la cale principale, où la charpente était plus solide. Il l'a installé sur un tas de cordages secs, à l'abri des fuites. Pendant plusieurs heures, ils sont restés là, côte à côte, au milieu du vacarme. Toussaint ne pouvait pas la quitter, car le danger était trop grand. Il la tenait contre lui. C'était la première fois qu'ils étaient ensemble au grand jour, même si la cale était sombre, sans se cacher, unis par la peur et la nécessité. Élise sentait son cœur battre, non plus de peur, mais de cette proximité interdite. Dans la tempête, les règles de la société coloniale n'existaient plus. Il n'y avait qu'un homme et une femme luttant pour survivre. La tempête s'est calmée au lever du jour. Le navire était abîmé, mais il tenait. L'équipage était épuisé. Toussaint a ramené Élise à sa cabine avant que quiconque ne puisse remarquer leur absence prolongée. Après la tempête, l'ambiance à bord a changé. La peur partagée avait créé une sorte de camaraderie forcée. Même le capitaine regardait Toussaint avec un respect à peine masqué, car l'homme avait montré une force et un courage exceptionnels. Les jours qui ont suivi ont été plus faciles. Élise, requinquée par la peur, a commencé à manger et à se rétablir. Elle prenait soin d'elle, sachant qu'elle devait avoir l'air présentable pour l'arrivée en France. Et puis, un matin, le cri tant attendu a retenti. « Terre !» Élise s'est précipitée sur le pont. Le soleil était pâle, le ciel gris, et devant eux s'étendait une côte déchiquetée et froide, la Bretagne. Nantes n'était plus très loin. Elle a senti une vague d'émotion l'envahir. Elle avait survécu. Elle avait fait le voyage. Elle était libre de la colonie, libre de Dubois, libre de la veuve de Valois. Toussaint s'est approché d'elle, discrètement. Il portait un bonnet de marin et ses mains étaient pleines de coupures et de cicatrices. « Nous y sommes, Élise », a-t-il murmuré. « C'est beau », a-t-elle dit, les yeux pleins de larmes. « C'est la France », a corrigé Toussaint. Son ton était grave. « Et les lois sont différentes. À Nantes, nous ne sommes plus sur la plantation. Je suis légalement libre, car je suis arrivé en tant que matelot engagé. Mais la liberté sur le papier ne signifie pas la liberté dans la rue. » Il lui a rappelé le plan. À l'arrivée, ils ne devaient pas débarquer ensemble. Élise, en tant que Madame Leclerc, devait descendre la première, trouver une auberge discrète et s'y établir. Toussaint, en tant que marin, devait rester pour le déchargement, toucher sa maigre paie et le rejoindre plus tard, sous le couvert de l'obscurité. « Surtout, Élise », a insisté Toussaint, la fixant du regard. « Ne faites confiance à personne. Les gens ici verront tout de suite que vous n'êtes pas d'ici, que vous avez de l'argent. Et ils verront que je suis différent. Nous devons rester discrets, invisibles, jusqu'à ce que nous puissions vendre vos bijoux pour nous établir. » Élise a pris sa main sous le pont, hors de vue. Elle a senti la peur revenir, mais c'était une peur nouvelle, celle de l'inconnu. L'océan était derrière elle. Le continent, avec ses villes froides, ses lois complexes et ses préjugés tenaces, était devant. Le vent du nord a lentement remonté la Loire, laissant derrière lui le grand large. Les rives étaient grises et vertes. Des maisons en pierre, solides et froides, remplaçaient des cases légères des Antilles. Nantes, la ville qui avait fait fortune dans le commerce triangulaire, la ville qui sentait l'Europe, le vin et la pierre mouillée. Ironiquement, c'est dans ce port, construit sur la sueur et le sang de ses semblables, que Toussaint allait prendre son premier pas vers une véritable liberté. Le navire s'est amarré au quai. L'agitation était immédiate. Des douaniers, des dockers, des marchands se pressaient sur le quai. Élise a ajusté son châle, vérifié sa sacoche. Elle a jeté un dernier regard à Toussaint, qui était déjà mêlé aux hommes de l'équipage, tirant des amarres. Elle a marché jusqu'à la passerelle, son cœur battant la chamade.
Elle n'avait plus de titre, plus de fortune visible, plus de protection sociale. Elle n'était qu'une femme seule, avec quelques diamants cachés, qui s'apprêtait à affronter un continent qu'elle ne connaissait qu'à travers les lettres de Bordeaux. Elle a posé le pied sur la terre ferme, la France, la liberté ou le piège. Le jeu ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis des mois, Élise sentait le froid de l'hiver européen pénétrer ses os, lui rappelant qu'elle était très, très loin de chez elle. Elle devait réussir. Pour elle, pour Toussaint. Car s'ils échouaient ici, tout ce qu'ils avaient risqué sur le vent du Nord n'aurait servi à rien. Elle s'est éloignée du quai, se fondant dans la foule, laissant Toussaint derrière elle, attendant le signal pour la rejoindre. La ville de Nantes les attendait. La ville de Nantes, mes amis, n'a rien du paradis que l'on imagine quand on est sous le soleil des tropiques. C'est une ville de pierres sombres, de brumes qui collent aux os, et de gens pressés, au visage fermé par le froid et les affaires. Quand Élise a posé le pied sur le quai, elle a senti le choc. Ce n'était pas seulement le froid mordant, c'était le bruit, l'agitation brutale. Elle, qui était habituée à être accueillie par des domestiques silencieux, devait maintenant se frayer un chemin parmi les dockers, les charrettes et les odeurs âcres de l'Europe, le charbon, la bière forte et l'humidité de la Loire. Elle se tenait droite, jouant son rôle de Madame Leclerc, la veuve d'un marchand. Mais chaque pas était une lutte. Ses bottines de cuir fin, parfaites pour les planchers cirés des colonies, glissaient sur les pavés humides. Elle se sentait observée, non pas avec la déférence qu'elle connaissait, mais avec une curiosité mesquine, celle que l'on réserve aux étrangers qui n'ont pas l'air à leur place. Le plus difficile fut de trouver un gîte. Elle ne pouvait pas se permettre une auberge de luxe, car cela aurait attiré trop l'attention. Mais elle ne pouvait pas non plus se résoudre à dormir dans un taudis. Elle a fini par trouver une petite pension, rue des Salorges, tenue par une femme maigre aux yeux perçants, Madame Lenoir. « Une chambre pour une nuit », a demandé Élise, sa voix tremblante, non seulement à cause du froid, mais parce qu'elle parlait pour la première fois sans l'autorité de la maîtresse. Madame Lenoir l'a examinée de la tête aux pieds, s'arrêtant sur la qualité du châle, mais aussi sur la pâleur de son visage. « Vous venez des îles, n'est-ce pas? On sent le sucre sur vous. Le prix est de 2 francs la nuit, payable d'avance. Pas de bruit après 9 heures. » Élise a payé, le cœur serré. 2 francs. C'était une somme dérisoire comparée à ce qu'elle dépensait par jour pour une seule robe, mais maintenant, chaque pièce comptait. La chambre était minuscule sous les toits et glaciale. Le lit était dur et l'air sentait le moisi et la suie. Élise s'est assise sur le bord du matelas, serrant sa sacoche contre sa poitrine. Elle était seule, complètement seule, dans un pays où elle n'avait ni amis ni protection. Le luxe qu'elle avait abandonné lui semblait maintenant une chimère lointaine. Elle avait froid, elle avait faim, et elle était terrifiée. Elle a passé les heures suivantes à attendre, chaque minute s'étirant comme une éternité. Elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas dormir. Elle regardait par la petite fenêtre, voyant le ciel de Nantes s'assombrir, attendant le seul homme au monde qui lui importait. Pendant ce temps, Toussaint était sur le quai, travaillant comme un chien. Il déchargeait des caisses de rhum et des ballots de tabac sous les ordres du capitaine et de Jules, qui ne manquaient jamais une occasion de lui faire sentir qu'il n'était qu'un nègre chanceux d'avoir un travail. Le travail était épuisant, mais la douleur physique était familière. Elle masquait l'anxiété. Toussaint savait que s'il faisait un faux pas, s'il attirait l'attention de la police portuaire, non seulement il serait en danger, mais Élise aussi. Il devait être parfait, fort, rapide et surtout invisible. Il a touché sa maigre paie juste avant minuit. Quelques pièces de monnaie, à peine de quoi acheter un repas chaud. Il a dit au revoir à l'équipage, sans un regard en arrière. Il était libre. Libre de ce navire, libre de la plantation, libre du fouet. Mais cette liberté était un manteau bien mince dans le froid de la nuit nantaise. Il a marché rapidement, connaissant les rues grâce aux cartes qu'il avait étudiées à bord, et aussi grâce à cet instinct aiguisé de survie qu'il avait développé depuis l'enfance. Il a trouvé la rue des Salorges, sombre et étroite. Il a frappé doucement à la porte de la pension. Madame Lenoir a ouvert,
son visage éclairé par une lampe à huile. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé, sa voix pleine de suspicion. « Je suis le domestique de Madame Leclerc » a répondu Toussaint, sa voix grave et polie. « Je viens chercher mes ordres. » Madame Lenoir l'a regardé, les yeux plissés. Un domestique, noir, à cette heure. Elle n'aimait pas ça, mais la dame avait payé. « Chambre du haut, sous les toits » a-t-elle grogné en refermant la porte. Toussaint a monté les escaliers grinçant. Il a trouvé la petite porte, a frappé doucement. « Qui est là » a demandé Élise. « C'est moi, Élise » a-t-il répondu, et le son de son prénom prononcé par lui était le plus beau bruit qu'elle ait entendu depuis des semaines. Elle a ouvert la porte et l'a vu la frapper. Toussaint était là, massif, épuisé, sentant le goudron et la sueur, mais vivant. Elle s'est jetée dans ses bras. Ce n'était plus la caresse secrète du moulin, c'était l'étreinte de deux naufragés sur une île hostile. « Toussaint, j'ai cru que vous ne viendriez jamais. J'ai dû attendre la paix. Nous sommes libres, Élise. Nous sommes en France. » Ils se sont assis sur le lit, la main dans la main, sans parler pendant un long moment, savourant simplement le fait d'être ensemble, sans mur ni surveillant. Mais la réalité ne tardait jamais à les rattraper. « Nous n'avons que quelques francs, » a dit Toussaint, tendant la petite bourse, « et nous ne pouvons pas rester ici. Madame Lenoir est suspicieuse, et un homme de ma couleur, arrivant à minuit, avec une femme seule, cela va parler. »« Je sais, » a répondu Élise, tirant de sa sacoche le petit paquet enveloppé dans un morceau de soie. « Nous devons vendre ceci, au moins un ou deux, pour nous donner le temps de respirer. » Le paquet contenait les diamants. Ils brillaient faiblement dans la pénombre de la chambre, des éclats de lumière froide et lointaine. Ils représentaient la fortune d'une vie, le prix de la plantation de Valois. Mais ici, à Nantes, ils n'étaient que des pierres précieuses, difficiles à échanger sans attirer l'attention des voleurs ou des autorités fiscales. Le lendemain matin, le plan a été mis en œuvre. Ils ne pouvaient pas aller ensemble chez un bijoutier. Un couple mixte, vendant des diamants bruts, c'était la garantie d'une arrestation immédiate. C'est Élise qui devait y aller. Elle avait l'air d'une bourgeoise, malgré ses vêtements simples. « Vous devez trouver un endroit discret, » lui expliqua Toussaint. « Pas les grandes places. Un petit artisan, en retrait, quelqu'un qui ne pose pas trop de questions. Et vous devez avoir l'air de savoir ce que vous faites. Ne montrez qu'une seule pierre à la fois. » Élise a enfilé son châle, a caché le diamant le plus petit dans la paume de sa main. Elle a embrassé Toussaint. C'était leur premier baiser sur le sol français, un baiser rapide, chargé d'angoisse. Elle a parcouru les rues froides de Nantes, se sentant de plus en plus maladroite. Elle a fini par trouver, dans une ruelle près de la cathédrale, une petite échoppe d'orfèvrerie. Le bijoutier, M. Garnier, était un vieil homme aux lunettes épaisses, qui travaillait le métal avec une patience infinie. Elle est entrée, le cœur battant. L'odeur de l'acide et du métal chauffé l'a saisie. « Bonjour, monsieur », a-t-elle dit, essayant de paraître calme. Garnier a levé les yeux, l'a examiné. « Que désirez-vous, madame ? J'ai une affaire à régler rapidement. J'ai hérité de quelques pierres de famille, et je dois les vendre pour subvenir à mes besoins. » Elle a posé le diamant sur le comptoir. La pierre a brillé sous la lumière chiche de l'atelier. Garnier a pris sa loupe, a étudié la pierre. Il a reniflé. Il savait, à la taille et à la qualité, que ce n'était pas une simple pierre de famille de la petite bourgeoisie nantaise. C'était une pierre coloniale, une richesse qui n'arrivait pas par les voies légales habituelles. Il a regardé Élise, ses mains encore douces malgré le voyage, son air de dame déchue. Il a compris qu'il tenait quelqu'un de désespéré. « Elle est belle, madame », a dit Garnier, sa voix s'est faite douce et prédatrice. « Mais les temps sont durs. Les gens n'achètent pas de diamants. Et une pierre de cette taille, vendue sans certificat, cela sent le vol ou le problème. » Élise a senti la panique monter. « Mais elle est authentique. Je n'en doute pas. Mais si je la prends, je prends un risque. Un grand risque. » Il a nommé un prix scandaleusement bas, peut-être un quart de sa valeur réelle dans une vente normale.
Élise a hésité. Elle savait qu'elle se faisait voler, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait manger, elle devait payer la chambre, et surtout, elle devait établir Toussaint. « D'accord, a-t-elle dit, la gorge sèche. Prenez-la. » Elle est sortie de l'échoppe avec une poignée de louis d'or. La fortune de Valois était bradée, mais elle avait de l'argent. Elle pouvait survivre quelques mois. Quand elle est revenue à la pension, Toussaint a compté l'or, son visage se durcissant au fur et à mesure qu'il comprenait l'arnaque. « Il vous a volé, a-t-il dit, le ton sec. Il a senti ma peur, a admis Élise. Mais nous avons de quoi payer un loyer pour 3 mois, si nous sommes très économes. Nous devons partir d'ici immédiatement et trouver un endroit où personne ne nous connaît. » Ils ont déménagé le jour même, s'installant dans un quartier ouvrier, loin du port et des grandes rues commerçantes. Ils ont loué un petit appartement, 2 pièces humides au rez-de-chaussée, mais qui avait l'avantage d'être anonyme. La vie à Nantes s'est installée dans une routine de survie. Élise et Toussaint étaient ensemble, enfin. Mais leur amour était maintenant testé par la misère et l'humiliation. Toussaint a immédiatement cherché du travail. Il était intelligent, instruit et incroyablement fort. Il s'attendait à trouver une place de contremaître ou de comptable, comme il l'avait été dans les colonies. Mais la France de 1815 était rigide. Les lois disaient qu'il était libre, mais les hommes décidaient de son rang. Il se présentait dans les docks, dans les ateliers de charpenterie. À chaque fois, la même réponse polie ou brutale. « Nous n'avons pas de place pour vous. Revenez plus tard. » Ou plus directement. « Je ne prends pas d'hommes de couleur ici. Cela énerverait mes clients. » La désillusion était amère. Dans la plantation, il était esclave, mais il était essentiel. Ici, il était libre, mais inutile. Il finissait par accepter les travaux les plus ingrats, décharger du charbon, creuser des fossés, nettoyer les égouts. Des travaux qui payaient à peine de quoi acheter le pain et le vin bon marché. Élise, de son côté, essayait désespérément d'aider. Elle, qui n'avait jamais fait cordonner, essayait de coudre, de faire des travaux de couture pour les voisines. Mais ses mains n'étaient pas faites pour la besogne. Elle se piquait, ses ouvrages étaient irréguliers. Elle se sentait coupable. Elle avait tout abandonné. Et maintenant, au lieu de vivre une vie de liberté romantique, il vivait dans la pauvreté. Et c'était à Toussaint, qui avait déjà tant souffert, de porter le fardeau de leur survie. « Je n'aurais pas dû vous faire venir », lui disait-il parfois le soir, épuisé, en se laissant tomber sur leur lit. « Vous auriez dû rester riche. »« Et mourir d'ennui et de solitude », répondait Élise, le serrant contre elle. « Non, je suis là où je dois être. Nous allons trouver un moyen. » Leur amour était leur seule richesse et leur plus grand danger. Dans ce quartier populaire, leur relation était un scandale visible. Les voisins les regardaient avec un mélange de curiosité et de mépris. C'était l'époque où les idées de l'égalité révolutionnaire étaient en recul, et la restauration des Bourbons ramenait avec elle une morale sociale très stricte. Le danger est arrivé sous les traits de l'administration. Nantes, étant un port majeur, était sous surveillance constante. La police des mœurs et la police portuaire gardaient un œil sur les nouveaux arrivants, surtout ceux qui venaient des colonies. Un certain inspecteur Moreau, un homme méticuleux et froid, avec un penchant pour l'ordre social, avait reçu un rapport sur le passage d'une Madame Leclerc et d'un matelot noir sur le vent du Nord. Le rapport mentionnait que la dame avait l'air trop bien pour sa prétendue condition. Moreau n'était pas intéressé par le vol, il était intéressé par les désordres sociaux. Et pour lui, un homme noir libre, vivant ouvertement avec une femme blanche de bonne apparence, c'était un désordre. Il a commencé à enquêter discrètement. Il a retrouvé la trace de Madame Lenoir, la propriétaire de la première pension. « Cette dame Leclerc ?» a demandé Moreau, sa voix sèche. « Avait-elle l'air d'une veuve de marchand ? Elle était trop pâle, et elle avait des manières, » a dit Madame Lenoir, ravie de raconter des potins. Et son domestique, il est revenu très tard, un homme grand, très sombre. Ils sont partis vite le lendemain, très vite. Moreau a fait le lien. Une femme qui se cache, un homme noir qui n'a pas l'air d'un simple matelot, des diamants vendus à bas prix.
Il avait interrogé Garnier qui avait bien sûr menti sur le prix, mais avoué la vente. Il y avait anguille sous roche. Moreau, sans savoir qu'il traquait la riche veuve de Valois et son esclave fugitif, se disait qu'il avait affaire à un cas d'enlèvement, de prostitution de luxe ou peut-être même d'espionnage politique, car en 1815, tout était politique. Quelques semaines après leur arrivée, Élise et Toussaint commençaient à se sentir un peu plus à l'aise dans leur petite tanière. Ils avaient appris à acheter de la nourriture au marché sans se faire arnaquer, et Toussaint avait trouvé un emploi plus stable, quoique toujours épuisant, dans une fonderie, où sa force était utile. Un après-midi, Toussaint était au travail. Élise était à la maison, essayant de réparer une vieille chemise. Il faisait froid et sombre. On a frappé à la porte. 2 coups secs et autoritaires. Élise a senti son sang se glacer. Les voisins ne frappaient jamais comme ça. Elle a ouvert la porte. 2 hommes se tenaient là. L'un était en uniforme de police, l'autre, Moreau, était en civil, mais son air froid était plus menaçant que l'uniforme. « Madame Leclerc ?» demanda Moreau. « C'est moi », répondit Élise, essayant de paraître indifférente. « Nous sommes de la préfecture. Nous menons une enquête de routine sur les nouveaux arrivants des colonies. Nous avons quelques questions sur vos papiers de voyage. » Élise a invité les hommes à entrer. L'appartement était si petit qu'il remplissait l'espace. Moreau a jeté un regard rapide autour de lui, notant la pauvreté du mobilier, mais aussi le petit coffret de voyage en cuir fin posé sur la commode. Un objet qui ne correspondait pas à une cuisinière malade. « Vos papiers, s'il vous plaît, votre certificat de veuvage, vos lettres de recommandation. » Élise, bien sûr, n'avait rien. Elle avait brûlé tous les papiers légaux de Madame de Valois, et les siens étaient faux. Je n'ai pas mes papiers ici. Ils sont chez mon notaire à Saint-Malo. J'ai voyagé dans l'urgence. » « L'urgence ?» Moreau a souri, un sourire sec. « Et votre domestique ? L'homme de couleur ? Où sont ses papiers d'affranchissement ? » Toussaint est un matelot engagé, il est libre. Ses papiers sont avec lui à la fonderie. Moreau s'est penché en avant. « Madame, soyons clairs. Nous avons des informations. Vous avez vendu des bijoux de grande valeur pour une misère. Vous avez voyagé sous une fausse identité et vous vivez avec cet homme. Nous avons des raisons de croire que vous n'êtes pas Madame Leclerc. » Élise a senti le piège se refermer. Elle devait agir vite. « Je suis qui je dis être » a-t-elle insisté, sa voix montant d'un ton. « Et je suis une femme libre de fréquenter qui elle veut. » « Pas quand cela enfreint les lois de la décence, madame, et pas quand cela cache, peut-être, une fuite illégale. » Il a pointé l'officier. « Nous allons vous emmener à la préfecture pour éclaircir votre identité. » Élise savait que si elle allait à la préfecture, son identité réelle serait découverte en quelques heures. Des dépêches seraient envoyées aux colonies. Et si l'on découvrait qu'elle était Élise de Valois, l'abandon de sa plantation pour un esclave, ce n'était plus une affaire de mœurs, c'était une affaire criminelle et politique. Toussaint serait immédiatement arrêté comme fugitif et renvoyé aux Antilles pour y être exécuté. Elle a gardé son calme, son esprit travaillant à la vitesse de l'éclair. « Inspecteur » a-t-elle dit, sa voix redevenant ferme et pleine d'une autorité qu'elle n'avait pas utilisée depuis son départ. « Je vois que vous avez des soupçons. Mais ce que vous voyez, c'est une femme qui a fui un mauvais mariage et qui a préféré la liberté à la richesse. Je n'ai volé personne, je n'ai pas de dette. Mais si vous faites du bruit, si vous m'emmenez, je vais devoir révéler ma véritable identité. Et je peux vous assurer que les gens que je connais à Paris, les amis de mon défunt mari, sont très haut placés. Et ils n'aimeront pas que vous ayez traité leur veuve avec tant de rudesse. » C'était un bluff audacieux. Elle n'avait plus d'amis à Paris. Mais le nom de Valois était encore inconnu de Moreau. Moreau a hésité. Les gens des colonies, même ruinés, étaient souvent connectés à la noblesse. Il ne voulait pas d'ennui avec Paris pour une simple affaire de mœurs. « Qui êtes-vous réellement, madame ?» demanda-t-il suspicieux. « Je suis la fille d'un comte qui a épousé un homme qu'elle ne respectait pas. J'ai pris mon argent
Et je suis parti. J'ai choisi la liberté. Si vous voulez des ennuis avec l'aristocratie, emmenez-moi. Sinon, laissez-moi vivre ma vie. Le bluff a fonctionné à moitié. Moreau a reculé, mais il n'était pas convaincu. Je vais vous laisser pour l'instant, madame, mais je vous préviens. Je reviendrai, et si je découvre que cet homme est un fugitif ou que vous avez menti sur vos origines, vous serez arrêté. Et lui, il sera renvoyé d'où il vient. Les deux hommes sont partis, laissant derrière eux le silence pesant de la menace. Élise a tremblé, puis a agi. Elle savait qu'il n'avait que quelques heures. Moreau reviendrait avec un mandat officiel, ou du moins avec plus de renseignements. Elle a rassemblé les quelques louis d'or restants, a pris les diamants cachés et les a mis dans sa sacoche. Elle a laissé la plupart de leurs maigres possessions derrière elle. Elle a couru jusqu'à la fonderie. L'endroit était un enfer de bruit, de fumée et de chaleur. Elle a trouvé Toussaint, le visage noirci par la suie, soulevant une lourde barre de métal. « Toussaint !» a-t-elle crié par-dessus le vacarme. « La police! Ils savent! Ils vont revenir! Nous devons partir! Maintenant !» Toussaint n'a pas posé de questions. Il a vu la panique dans ses yeux. Il a jeté son outil. Où allons-nous? Paris. Paris, la capitale, la ville des Lumières, mais aussi la ville où les autorités étaient les plus puissantes. Toussaint a secoué la tête. C'est trop dangereux, les contrôles sont partout. Nous devons prendre ce risque. Nantes est trop petit, ils nous trouveront. À Paris, nous pouvons nous fondre dans la masse. Nous devons prendre le train de nuit. Ils se sont enfuis de Nantes, laissant derrière eux l'appartement, la fonderie et le peu de sécurité qu'ils avaient réussi à construire. Ils ont acheté 2 billets de 3e classe, le minimum, pour la capitale. Le voyage vers Paris fut une nouvelle épreuve. Entassés dans un wagon sale et bondé, ils étaient assis côte à côte, mais restaient silencieux. Ils n'étaient plus des amants secrets, mais des fugitifs traqués. Élise regardait Toussaint. Il était épuisé, mais sa détermination était inébranlable. Il était prêt à affronter n'importe quoi tant qu'il la protégeait. « Si nous arrivons à Paris, » a murmuré Élise, « il faudra que vous soyez plus qu'un domestique. Vous êtes un homme libre, intelligent. Nous devons trouver un moyen de faire valoir cela. » Toussaint a serré sa main. « À Paris, nous devons trouver quelqu'un qui est prêt à nous aider, Élise. Quelqu'un qui croit encore à l'égalité, même en 1815. Car nous ne pouvons pas survivre seuls contre les lois. » Le train avançait lentement dans la nuit française. Quand le jour s'est levé, ils ont aperçu les faubourgs de Paris, des cheminées, des toits d'ardoise, une ville immense et grise qui s'étalait à perte de vue. Ils sont arrivés à la gare. Le chaos était 10 fois plus grand qu'à Nantes. Une foule bruyante, des voitures à cheval, des soldats en uniforme. Ils sont descendus du train et là, au milieu de la foule, Toussaint a senti des regards se poser sur lui. Ici, un homme de couleur, même vêtu simplement, attirait l'attention. Paris était leur dernière chance. S'ils échouaient ici, il n'y aurait plus d'autres continents, plus d'autres fuites. Ils étaient à la merci d'une ville qui pouvait les élever ou les écraser. « Bienvenue à Paris, Élise », a dit Toussaint, sa voix pleine d'un mélange de peur et de défi. « Maintenant, nous devons trouver un refuge, et vite !» Ils se sont lancés dans les rues labyrinthiques de la capitale, 2 âmes perdues, cherchant un coin d'ombre où l'amour interdit pouvait enfin respirer sans être jugé ni menacé. Mais Paris, en 1815, était une ville d'espions et de dénonciateurs, et l'inspecteur Moreau, à Nantes, avait déjà envoyé un télégramme à ses collègues de la préfecture de Paris, signalant l'arrivée possible d'une femme suspecte et de son domestique noir. La traque ne faisait que s'intensifier, et la dernière épreuve la plus dangereuse était sur le point de commencer. Paris, mes amis, c'est une bête immense. Ce n'est pas comme Nantes, où l'on voit la mer et les murs de la ville. Paris, c'est un océan de pierres, de toits, de fumée et de millions d'âmes. Pour Élise et Toussaint, cette immensité était à la fois une promesse et un piège mortel. C'était le seul endroit où ils pouvaient disparaître, mais aussi le lieu où les yeux du gouvernement étaient les plus perçants.
Il n'avait pas d'amis, pas de contact. Juste une poignée de louis d'or et les derniers diamants d'Élise. Toussaint savait qu'il ne pouvait pas se permettre de s'installer dans un quartier chic. Ils ont trouvé refuge dans un dédale de ruelles près de l'ancienne Bastille, un quartier ouvrier, sale, mais où les gens avaient l'habitude de fermer les yeux sur les affaires des autres. Ils louèrent une petite mansarde, au 6e étage, sous les toits. L'air y était froid, et ils devaient monter une infinité de marches. Mais de là-haut, ils pouvaient voir une partie du ciel, et, surtout, ils étaient invisibles. Le premier ordre de Toussaint fut de sécuriser les derniers diamants. Il ne voulait pas qu'Élise se fasse arnaquer une fois de plus. « Je vais y aller », a-t-il dit, « mais je ne peux pas aller chez un bijoutier. Je dois trouver un intermédiaire. Un homme qui aime l'argent plus que les lois. » Toussaint, grâce à son expérience dans la gestion de la plantation, avait une connaissance instinctive des réseaux informels. Il a passé 3 jours à arpenter les marchés aux puces, les arrière-boutiques des prêteurs sur gage, se faisant passer pour un marin chanceux qui avait fait main basse sur un trésor lors d'un abordage. Finalement, il a trouvé son homme. Un vieux fripier juif, M. Salomon, qui avait une réputation de discrétion absolue. Salomon ne posait jamais de questions sur l'origine des biens, seulement sur leur qualité. Toussaint est arrivé seul chez Salomon, un soir. Il a étalé le plus gros des diamants sur un chiffon de velours. Salomon, sans lever les yeux vers Toussaint, a pris sa loupe. Il a étudié la pierre pendant un long moment. « Magnifique », a-t-il murmuré. « Une pierre des Indes occidentales. Je peux vous en donner une bonne somme, mais pas sa valeur réelle. Le risque est trop grand. » Toussaint, cette fois, était préparé. Il a négocié durement, utilisant le jargon qu'il avait appris dans les livres de Comte de Valois. Il a parlé de la taille, du poids, de la pureté, avec une assurance qui a surpris Salomon. « Vous n'êtes pas un marin », a finalement dit Salomon, levant les yeux. « Je suis un homme qui sait lire et compter », a répondu Toussaint, le regard ferme. « Et j'ai besoin de cet argent pour vivre. Donnez-moi un prix juste ou je m'en vais. » Salomon, respectueux de l'intelligence, a fini par céder et a offert un prix décent. Il leur restait encore 2 diamants, mais avec cet argent, ils avaient de quoi vivre 1 an, à condition de se serrer la ceinture. L'argent leur a donné un répit, mais pas la sécurité. Leur plus grand obstacle restait l'intégration de Toussaint dans la société parisienne. Il ne pouvait pas passer sa vie à décharger des sacs de charbon. « Tu dois trouver un travail qui utilise ton esprit », insistait Élise. « Si tu es reconnu pour ton intelligence, et non seulement pour ta force, alors ta couleur ne sera qu'un détail. Mais où trouver un tel travail en 1815 ? La France, après les folies de la Révolution, était revenue à un ordre social strict. Les postes d'encadrement étaient réservés aux Blancs, aux familles bien nées. Élise a pris une décision radicale. Elle a utilisé une petite partie de l'or pour acheter des vêtements simples, mais corrects pour Toussaint. Un costume de drap sombre, une chemise propre. Elle l'a transformé en un homme respectable, un homme qui avait l'air d'un professeur ou d'un clerc. Puis, elle a fait ce que Toussaint avait suggéré à Nantes, chercher de l'aide auprès de ceux qui croyaient encore aux idéaux de la Révolution, ceux qui luttaient pour l'égalité. Elle a commencé à fréquenter les librairies et les cafés autour du quartier latin, des lieux connus pour abriter les esprits libéraux et les opposants aux Bourbons. Elle écoutait, elle observait. Un après-midi, dans une petite librairie poussiéreuse, elle a entendu parler d'un homme, Monsieur Anatole Lemaître. Lemaître était un ancien avocat qui avait défendu des causes perdues sous la Révolution et qui, bien que ruiné politiquement, continuait de publier des pamphlets sur la nécessité de l'éducation et de l'égalité raciale. C'était un homme dangereux à fréquenter, mais c'était leur seule chance. Élise a écrit une courte lettre, simple et directe, sans mentionner son nom réel, décrivant la situation de Toussaint. Un homme éduqué des colonies, libre, cherchant à prouver sa valeur dans la métropole. Elle a réussi à remettre la lettre à la femme de ménage de Lemaître avec une petite pièce d'argent. 2 jours plus tard, une réponse est arrivée. Un rendez-vous. Dans un café discret,
loin de leur mansarde. Élise y est allée seule. Le maître était un homme d'une cinquantaine d'années, sec, avec des yeux brillants et un air de fatigue intellectuelle. Il l'a écouté raconter une version édulcorée de leur histoire. Elle, la veuve d'un planteur, avait affranchi Toussaint, son domestique doué, et l'avait aidé à venir en France pour qu'il puisse s'épanouir. Le maître a hoché la tête. « Madame, votre histoire est belle, mais elle est dangereuse. Vous avez des ennuis avec les autorités. » Élise a admis la vérité à moitié. « Nous sommes suivis. Le défunt mari avait des relations puissantes et il n'apprécie pas que j'ai fait ce choix. » Le maître a souri amèrement. « Vous avez renoncé à la richesse pour la justice. C'est une folie rare en 1815. Amenez-moi cet homme. Je veux le voir. » Le lendemain, Toussaint est allé rencontrer le maître. La rencontre fut décisive. Toussaint n'a pas plaidé sa cause. Il a parlé de la machinerie des moulins à sucre, de la gestion des stocks, des calculs astronomiques qu'il faisait pour déterminer les saisons de plantation. Il a parlé de philosophie et de politique, citant des auteurs que le maître lui-même lisait. Le maître était stupéfait. Il n'avait jamais rencontré un homme noir d'une telle culture et d'une telle intelligence. « Toussaint, » a dit le maître se levant, « je peux vous aider non pas en vous cachant, mais en vous rendant indispensable. La meilleure défense contre le préjugé est le talent. » Le maître avait des relations dans le milieu de l'imprimerie et de la presse, un secteur en pleine effervescence, où l'on avait besoin de gens rapides, précis et discrets. Il a trouvé à Toussaint une place dans un atelier d'impression, non pas comme simple ouvrier, mais comme correcteur et assistant comptable, un travail qui exigeait sa lecture et sa connaissance des chiffres. Toussaint a pris son nouveau rôle avec une dignité et une application totale. Pour la première fois de sa vie, il était payé correctement pour l'usage de son esprit. Il travaillait 12 heures par jour, mais il rentrait à la mansarde avec une fierté nouvelle. Élise, de son côté, s'est transformée en une femme de maison simple. Elle s'occupait de leur petite tanière, apprenait à cuisiner avec les maigres moyens et gérait leur budget avec l'austérité d'une paysanne. Elle avait perdu sa grâce de dame coloniale, mais elle avait gagné en force et en résilience. Pendant plusieurs mois, ils ont vécu dans cette paix fragile, leur amour s'épanouissant dans la simplicité et le partage des difficultés. Ils étaient Monsieur et Madame Toussaint, un couple ordinaire dans un quartier ordinaire de Paris. Mais, mes amis, les vieilles dettes ne s'effacent pas facilement. L'inspecteur Moreau à Nantes n'avait pas abandonné l'affaire. Il était obsédé par ce couple qui avait osé défier l'ordre social. Il avait envoyé des descriptions précises d'Élise et de Toussaint à la préfecture de Paris, signalant une femme d'origine noble en fuite et son esclave fugitif. La police parisienne, moins intéressée par la moralité que par la politique, avait classé l'affaire. Mais un agent plus zélé que les autres a fini par faire le lien entre la description de Toussaint et l'homme noir travaillant dans l'atelier d'imprimerie connu pour ses tendances libérales. Un matin d'hiver glacial et brumeux, l'impensable s'est produit. Toussaint était à son poste, corrigeant des épreuves, quand la porte de l'atelier a été ouverte avec violence. 4 gendarmes sont entrés, dirigés par un homme en civil, froid et autoritaire, l'inspecteur Moreau lui-même, qui avait fait le voyage de Nantes pour s'assurer de sa capture. Moreau a pointé Toussaint du doigt. C'est lui. Toussaint, esclave fugitif, propriété de la veuve de Valois. Toussaint s'est levé, le cœur battant mais le visage calme. « Je suis un homme libre, monsieur, » a-t-il dit. « Matelot engagé et maintenant employé ici. » Le propriétaire de l'imprimerie, un homme nerveux, a tenté de s'interposer. « Cet homme est mon employé, il a ses papiers. »« Ces papiers ne valent rien, » a hurlé Moreau. « C'est un bien volé, et il doit être renvoyé aux colonies. Arrêtez-le. » Les gendarmes se sont approchés. Toussaint savait qu'il ne pouvait pas se battre. Il serait abattu ou battu. Au même moment, Élise, qui était venue apporter le déjeuner à Toussaint, est entrée dans l'atelier. Elle a vu la scène, les gendarmes, Toussaint acculé. Elle a compris que c'était le moment final, l'ultime confrontation.
Elle s'est avancée non pas comme une fugitive, mais avec l'autorité glaciale de Madame de Valois, l'héritière. « Que se passe-t-il ici » a-t-elle demandé, sa voix résonnant dans l'atelier. Moreau s'est tourné vers elle, ses yeux s'écarquillant de surprise. Il ne l'avait pas reconnue immédiatement dans ses vêtements simples, mais il reconnaissait la fierté aristocratique. « Madame Leclerc, ou devrais-je dire Madame de Valois, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de fuite d'esclaves et pour fraude. » Élise a ignoré les gendarmes et s'est adressée directement à Moreau. « Monsieur l'inspecteur, vous faites une erreur monumentale. Cet homme Toussaint n'est pas un esclave fugitif. Il est un homme libre que j'ai affranchi légalement avant de quitter les colonies. » Moreau a ricané. « Aux papiers d'affranchissement? Où sont-ils » ? « Brûlés, a dit Élise, sans ciller. Je n'avais pas l'intention de laisser les autorités coloniales mettre la main sur le moindre document. Mais je suis la propriétaire, et je vous dis qu'il est libre. La loi est claire, un esclave est une propriété, et vous avez abandonné cette propriété pour le suivre. C'est un scandale. » C'est à ce moment précis que la porte de l'atelier s'est ouverte de nouveau. Monsieur le maître, alerté par un ouvrier, est entré, suivi de 2 de ses amis avocats. Le maître a marché droit vers Moreau. « Inspecteur, je crois qu'il y a un malentendu. Cet homme, Toussaint, est mon client. Il est un citoyen français, libre et légalement employé. »« Il est un fugitif, a insisté Moreau. Le maître a sorti une pile de documents. « Non, monsieur, il est arrivé en France comme matelot engagé, ce qui lui confère le statut d'homme libre selon les lois actuelles. De plus, Madame de Valois, ici présente, même si elle a agi de manière scandaleuse aux yeux de la société coloniale, avait le droit de disposer de ses biens. Elle a choisi de lui donner sa liberté. » Le maître a continué, sa voix devenant celle d'un avocat plaidant devant une cour. Il a parlé des lois complexes de la Restauration, des difficultés à prouver le statut d'esclave une fois que la personne a mis le pied sur le sol français et a commencé à travailler. De plus, a conclu le maître regardant Élise, Madame de Valois est la fille d'une famille noble. Son mari était un homme important. Pensez-vous vraiment que la préfecture de Paris souhaite ouvrir une enquête publique sur les affaires privées d'une veuve qui a simplement choisi la pauvreté et la liberté ? Cela ferait un scandale politique que les Bourbons chercheraient à étouffer. Moreau était furieux. Il était venu pour une victoire facile, pour ramener le couple à la potence coloniale, et il se retrouvait face à un mur légal et politique. Il n'avait pas le mandat de s'attaquer à la noblesse parisienne. « Je reviendrai », a craché Moreau, vaincu, en s'adressant à Élise. « Je vous attends, inspecteur », a répondu Élise, un calme absolu dans sa voix. « Mais sachez que je préfère me battre ici, en France, pour ma liberté et celle de l'homme que j'aime, plutôt que de retourner dans ma cage dorée. » Moreau a ordonné à ses hommes de se retirer. La police est partie, laissant derrière elle l'odeur de la poudre et de l'humiliation. Toussaint et Élise se sont regardés. Ils avaient gagné, non pas par la force, mais par l'intelligence, le courage et le soutien d'un homme qui croyait encore aux droits de l'homme. Le maître leur a souri. « Vous êtes libres, mes amis, mais vous êtes exilés. Leur vie à Paris n'est jamais devenue facile. Ils ont dû se cacher de temps à autre, déménageant souvent pour éviter les regards persistants de l'administration. Élise a dû vendre les derniers diamants pour acheter une petite maison dans la banlieue, loin du centre-ville où il pouvait vivre en paix. Élise de Valois n'a jamais retrouvé sa fortune. La plantation a été saisie par Dubois, comme elle l'avait prévu, mais elle n'en a jamais eu de regret. Elle a découvert une joie dans le travail manuel, dans la simplicité de leur foyer, une joie que l'or et le sucre n'auraient jamais pu lui donner. Elle était enfin maîtresse de sa propre vie. Toussaint est devenu un homme respecté dans le milieu de l'imprimerie. Son intelligence et sa rigueur lui ont permis de monter les échelons. Il est devenu un homme libre, non seulement légalement, mais socialement, forçant le respect par sa seule présence et son talent. Ils ont vécu ensemble, dans cette petite maison de banlieue, un couple uni par un amour qui avait survécu à l'océan, à la loi et au mépris du monde. Ils n'avaient pas de titre,
pas de domestiques, pas de richesse coloniale. Ils avaient la liberté. Et cet amour, mes amis, qui avait défié les lois les plus cruelles de 1815, est devenu la plus belle des histoires, murmurée dans les cercles libéraux de Paris. L'histoire de la veuve qui avait abandonné tout, sa fortune, son nom, sa place, pour suivre son esclave en France. Ils ont prouvé que l'amour, quand il est vrai, n'a pas de couleur, pas de chaîne, et qu'il est la seule véritable richesse qui vaille la peine de tout risquer. Et c'est là, dans cette petite maison modeste, sous le ciel gris de Paris, que Élise et Toussaint ont enfin trouvé leur paradis. Le voyage interdit était terminé, et la vie, la vraie, pouvait enfin commencer.